Ici Mike Rétro, détective des marges, et gratte-papier de la nuit. Prêt à vous servir un shot de littérature corsée dans Chronique Noire, le podcast qui ratisse les caniveaux des lettres, pour en extraire les diamants tachés d'huile de vidange. Ce soir, on quitte les avenues éclairées à la LED, pour déambuler dans les ruelles où le bitume colle aux semelles et où les consciences pendillent comme des ampoules nues. Au menu, roman noir, ceux qui sentent la clope froide, le désespoir tiède et le colt encore chaud. Pas de poudre aux yeux. On remonte la filière depuis Dashiell Hammett jusqu'à James Ross, en passant par les routes poussiéreuses de Jim Thompson et les bouges électriques de Chester Himes. Avant de plonger tête la première dans la bassine de Bourbon, je fais signe à ma partenaire, l'incontournable Velda Scope, de sortir de l'ombre. Velda, on t'écoute. Merci patron. J'ai farfouillé les archives, jusqu'à me limer les ongles sur les dossiers classés X. X comme expérience du mal. Ce soir, je vous ai déniché 3 pépites. Un one-shot sudiste, qui fait l'effet d'un coup de pelle derrière la nuque. Un polar industriel, où les machines tournent plus vite que la morale. Et un inédit français qui prouve qu'on peut boire de l'absinthe sur la scène, tout en rêvant d'un 38 spécial. Accrochez vos bretelles. Ça va secouer, plus qu'une Ford trafiquée, sur une route de Mont-en-Chine. Parfait, Velda. Les dés sont pipés, les cartes marquées, et la vérité, comme toujours, se planque dans l'ombre du micro. Servez-vous un verre, sec, sans glaçons. Augmentez le volume. Quand les lampadaires vacillent, Chroniques Noires allume les projecteurs. Allez, on y va. Dans 3 secondes, les pages se tachent d'encre et de sang. 3. Repérage. Là où l'on renifle la première effluve du forfait, je gare la Nash Lafayette de 1939 devant la vitrine poussiéreuse d'un bouquiniste du boulevard Saint-Germain, moteur encore chaud, capot vibrant comme un chat qui ronronne sous la pluie d'où. Dans mon trunch élimé, je tiens un dossier aussi mince qu'un billet de banque en période de crise. Une poire pour la soif. Titre français de They Don't Dance Much, unique roman qu'un certain James Ross a lâché dans la mare noire des lettres américaines en 1940. Unique mais lourd. Un seul projectile, pourtant d'un calibre capable d'arracher le clocher moral d'une bourgade entière. Ross, natif de la Caroline du Nord en 1911, grandit au milieu des champs d'argile rouge où les étés avalent la sueur et recrachent la poussière. Après l'université, il embauche au Greensboro Daily News, service politique à Raleigh, chronique locale et parfois une incursion dans le fait divers, juste assez pour apprendre l'odeur aigre du sang séché sur la toile grossière d'un sac postal. L'homme est donc un notable du verbe avant d'être un sniper de papier. Il pond son unique roman entre la gueule béante de la Grande Dépression et la claque de Pearl Harbor. Autant dire qu'il écrit au bord du précipice. La version française, nous la devons au gentleman traducteur Philippe Garnier, d'abord pour la série noire en 1993, reprise et peaufinée chez Folio Policier, DRR 113 2019 352 paix, précision nécessaire pour les maniaques du rayon polar. Garnier ne s'est pas contenté de transvaser le Bourbon. Il a gardé l'âcreté de la terre sudiste et l'a servi dans un verre ébréché d'argot provincial sans jamais renverser la moindre goutte. Le décor, Corinthe, bourg imaginaire de Caroline du Nord, tourne encore à sec malgré la fin officielle de la prohibition en 1933. Car la ruralité yankee a ses lubies. Beaucoup de comtés restent obstinément dry, interdisant la vente légale d'alcool comme un pasteur crie l'enfer dominical. Résultat, la contrebande prospère, les Ford trafiqués filent sur les pistes rouges et, ironie américano-chrétienne, cette recherche artisane d'éthanol motorisera quelques années plus tard les premiers circuits NASCAR. Voilà pour la toile de fond. Pas de gratte-ciel, pas de jazz new-yorkais, seulement une route chaoteuse, des pompes à essence crachotantes et quelques néons mal vissés qui clignotent au-dessus d'un bar clandestin. Sur cette scène suintante, Ross déballe un roman noir rural, un country noir avant l'heure. Raymond Chandler flairera la poudre et lâchera d'un ton pince sans rire qui lui est cher, un récit sordide et complètement corrompu. Daniel Woodrell, Joe R. Lansdale, Flannery O'Connor et d'autres héritiers du Sud profond brandiront plus tard le volume, comme on montre un acte de baptême. Preuve. Filature. Pister les emprunte dans la boue rouge.
Mon boulot? Suivre la trace, chaussures plantées dans l'argile jusqu'au lacet. Première empreinte, la voix. Le narrateur, Jack MacDonald, petit fermier étranglé par les hypothèques, démarre à froid. I remember the evening I was sitting in front of Rich Anderson's filling station. Une phrase qui semble paresseuse, tirant sa chaise sur la véranda d'un soir d'été. Pourtant, tout est déjà planté. La station-service, lieu de sociabilité huileuse, la chaleur, qui colle à la nuque comme une amarre serrée trop court, l'ennui, fertilisant de tous les péchés. Deuxième empreinte, les dollars. Corinthe étouffe sous l'endettement. Le croque-mort Leroy Smathers vend des cercueils à crédit, moyen parfait de vous enterrer vivant dans les traites mensuelles. Ces registres ressemblent à un livre de contes du purgatoire. Quand MacDonald tombe sur la liste des mauvais payeurs dans le Corinth Enterprise, sa dignité est carbonisée comme un mégot. There was half a page listing the names, and there I was. MacDonald, Jackson T. Troisième empreinte. Le désir, lubrifiant universel. Ross ne décrit pas des femmes, il déshabille des tentations, Lola Fisher la poupée d'estrade, Mira Milligan la brune incendiaire, qu'il peint avec cette sécheresse clinique. She was built the way a good bourbon burns, slow and plenty. Elles ne sont ni sirènes ni victimes, ce sont des catalyseurs, et quiconque s'en approche, sans ses propres coutures, craquer. Quatrième empreinte, la langue elle-même. Ross écrit sans tamis ni passoire. Sa syntaxe est courte, son verbe est une pierre lancée depuis un chemin de campagne. Il use d'images rustiques, brown as a penny, hotter than a depot stove, mais jamais folklorique. Son sud n'est pas carte postale, c'est un couteau de poche mal aiguisé, prêt à déraper sous le doigt du premier paysan pressé. Cinquième empreinte, le climat moral. Rien ne pousse droit sous ce soleil. Même le shérif, silhouette censée tenir la balance, loue discrètement ses menottes le samedi soir. Dans la tradition biblique, il fallait mettre de côté une poire pour la soif, une réserve d'espérance pour la mauvaise saison. Chez Ross, il ne reste qu'un fond de bouteille frelaté, interrogatoire, coincer les suspects dans la lumière crue. Jack MacDonald, personnage miroir, la trentaine, dos voûté sous les dettes. Il parle peu, mais quand il parle, il avoue « Je ne vaux pas mieux qu'un autre, mais j'espérais valoir assez pour tenir jusqu'à Noël. » Lui, l'ancien propriétaire de quelques arpents, se fait engager par l'ambitieux Milligan. Il ne théorise jamais le mal. Il l'exécute comme on vidange un tracteur. Smoot Milligan, patron de la station-service, entrepreneur du péché, possesseur du futur Riverbend Roadhouse. À l'heure où les comtés bannissent l'alcool, Milligan dégaine un slogan. Drink liquor and make love. Slot machines and high dice. Name your sin, we'll have it. Il incarne le capitalisme déglingué, cette pulsion qui transforme le manquement à la morale en opportunité financière. Leroy Smathers, thanatopracteur et percepteur, peau translucide, ventre d'anguille. Son arme, la paperasse. Il vous enterre avant la date en faisant courir les intérêts. Ross le décrit avec un ricanement. He looked like a ghost that's got a bad disposition and stomach trouble. Sous ses doigts, un contrat d'inhumation devient une corde de pendu. Mira Milligan, brune froide comme les glaçons d'un verre de rail. Mira ne s'excuse jamais d'exister ni de vouloir meilleur que sa condition. Son prénom claque comme le bruit d'un talon sur le parquet. Chaque phrase chez elle est calibrée pour laisser la marque du rouge à lèvres sur le col des hommes et parfois leur empreinte de doigts sur la peau. Autour d'eux gravite un journaliste local qui confond présent et passé, un banquier qui prête à 15% plus l'âme, un médecin qui certifie les décès sans poser trop de questions. Dans l'Amérique rurale, la hiérarchie est un manège rouillé. On monte, on descend, mais c'est reconstitution, déplier le plan, démêler la ficelle. Tout commence par la même rengaine. Il nous faut du fric. Milligan, flair commercial au ras du bitume, rêve d'un dancing où la sueur et l'alcool se changent en billets. Pour ça, il ourdit un coup foireux. Siphonner des fonds faciles, manipuler la comptabilité du Roadhouse, peut-être chipper quelques liasses dans le coffre du banquier local, si l'occasion se présente.
Rien de spectaculaire, rien de Bonnie and Clyde, juste assez pour huiler les caisses en bois craquant d'un établissement clandestin. Mais le péché porte un écho. Petit larcin amène grosse gaffe, et grosse gaffe se conclut par un mort. Le meurtre, Ross le serre comme on abat un porc à la ferme, sans musique, sans ralenti. L'offense n'est pas spectaculaire, elle est inéluctable. L'homme, un agent de stationnement nerveux, trébuche, cogne le rebord, se tord. Panique. L'équilibre moral glisse dans le puits avec le cadavre. MacDonald, embarqué comme mousse sur un rafiot d'ivrogne, jure d'enterrer l'affaire plus profond que la source de la rivière. Problème ? Les rivières, ça remonte à la surface. À partir de là, la structure du roman est un escalier qui ne mène qu'en bas. Chaque chapitre retire une lumière. La danse clandestine tourne au fiasco, les investisseurs disparaissent, l'odeur du cadavre, figurée ou réelle, alourdit l'air humide. Ross ne consacre aucun paragraphe au remords. Son sud n'a pas de confessionnal, seulement des bières tièdes servies derrière un rideau. Le décor champêtre joue le contre-champ. On entend le cri des cigales, on respire le foin, on voit la lune accrocher les silhouettes sur la route US 74. Pendant qu'à New York les avenues clignotent au néon, Corinthe s'éclaire à la lampe à pétrole. Et c'est précisément cette lenteur provinciale qui permet au mal de s'installer. Comme une moisissure qu'on ignore parce qu'elle sent presque la terre fraîche. Les références bibliques foisonnent, mais tordues, la poire pour la soif du bon sens religieux devient une lampée d'alcool de contrebande gardée pour l'hiver. La parabole du talent, elle, se lit en miroir. L'homme qui cache son argent sous la terre finit avec la terre sur le visage, littéralement. Ross ajoute une dimension politique discrète. La tenue des scrutins truqués, l'allégeance des shérifs, la domination des grands notables. Dans le comté, les bulletins sont comptés à voix basse, la nuit, sur la table de la cuisine d'un juge. Mais Ross ne brandit pas un manifeste. Il laisse simplement bouclage, épingler les répliques, refermer la valise. Alors, pourquoi ce roman unique fait-il encore causer ? Parce qu'il agit comme le test de Rorschach d'un pays. Une tache d'encre où chacun projette ses propres fantômes. Il annonce le redneck noir bien avant Winter's Bone. Il chante le péché sudiste sans gospel ni banjo. Il parle d'économie populaire avec plus de venin que 6 traités marxistes réunis. Sur le plan thématique, le bouquin décoche 3 flèches. L'appât du gain, moteur de tous les crimes, substitut de la grâce divine dans un monde où l'Église a baissé le rideau pour mauvaise recette. La contamination morale. Aucun personnage n'en réchappe, pas même le lecteur, forcé d'admettre qu'il a applaudi au moment où MacDonald dissimule le corps. La ruralité comme piège. Pas de grands boulevards salvateurs, juste des routes secondaires qui reviennent toujours au même hangar vide. Stylistiquement, Ross boxe dans la catégorie poids-plume, mais chaque jab claque. À ceux qui aiment les métaphores filées comme des colliers de perles, il répond une comparaison agricole qui surprend, puis se retire. La violence, quand elle survient, n'a pas de chorégraphie. Elle a la brutalité d'un coup de sonnette dans la nuit. Historique, enfin, le manuscrit passera entre 5 éditeurs, sera refusé, coupé, recousu. Il faillit disparaître dans les caves d'un diffuseur avant qu'un libraire perspicace ne le recommande à Chandler. Pourquoi Ross n'écrira-t-il jamais un second roman ? Officiellement, manque de temps, carrière journalistique prenante, souci de santé. Officieusement, la crainte de ne pas égaler le démon qu'il venait d'engendrer. Une poire pour la soif nous rappelle ceci. Le mal n'a pas toujours besoin de l'autoroute et du détective en impair gris. Parfois, il suffit d'un comptoir bancal, d'un agriculteur endetté, d'une femme en robe légère et d'une caisse enregistreuse mal fermée. Conclusion, coup de tampon et rideau. Dans une époque où le thriller high-tech s'emballe de drones et de crypto-monnaies, le roman unique de James Ross revient comme un vieux vin de maïs. Il brûle, il déchire, mais il réchauffe la tripe d'un passé qu'on croyait provincial et sans intérêt. Il dit que le crime n'est pas moderne, il est endémique. Il prouve que la tradition, quand elle pourrit, produit un parfum plus âcre qu'un bug dans la Silicon Valley. Enfin, il rappelle que la vraie morale,
est peut-être celle du forgeron. Quand le fer est rouge, tu frappes, sinon, il te reste la cendre. Affaire classée. Je ferme mon carnet à spirale. Je rends la clé au bouquiniste et je remonte le col de mon trench. Le soir tombe sur Paris comme un couvercle d'étain. Quelque part au fond, j'entends le lointain vrombissement d'une Ford trafiquée remontant la Nationale 74. Le roman est refermé, mais la poussière rouge continue de voler, et moi, je suis déjà sur la prochaine trace. C'était Mike Rétro, détective chroniqueur.